Hello! Vous écoutez Le Paradis attendra, une safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous appréciez ce travail et que vous souhaitez soutenir le podcast, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et parlez-en autour de vous. Si je vous dis yoga, vous pensez peut-être à des personnes en sarouel et chignon, faisant preuve d'une souplesse déconcertante, à des citadines en leggings qui entretiennent leur santé à coups de pilates et de chien tête en bas. Pourtant, l'un des premiers textes codifiant le yoga, les Yoga Sutras, rédigés entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle, définissent ainsi la pratique du yoga. L'arrêt des fluctuations de la conscience, c'est le yoga. Comme pour d'autres pratiques physiques, le yoga se propose de faire le pont entre le corps et l'esprit afin de nous aider à apaiser nos vies surmenées. Hélène a travaillé 10 ans dans les bureaux. Un jour, elle est tombée amoureuse de cette discipline et l'enseigne désormais. Une pratique aux très nombreux bienfaits, mais qui connaît aussi des limites. Elle nous raconte. Salut Hélène, je suis très contente de te recevoir dans Le Paradis attendra aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Là, en fait, on est au Maroc. C'est ça, on est à Tarazout, à côté d'Agadir, au sud du Maroc. C'est chouette, c'est beau, enfin, c'est très inspirant. Et du coup, aujourd'hui, on va discuter un petit peu de toi, justement de ta vie, des choix aussi que tu peux faire, etc. Et on va faire un focus particulier sur quelque chose que tu enseignes. Tu nous expliqueras un petit peu le sens que ça a pour toi, ce que ça peut apporter. On va parler de yoga aujourd'hui. Mais avant de commencer, moi j'aime bien savoir ce que mes invités, en fait, d'où viennent mes invités, dans quel contexte ils ont grandi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu dans quel contexte de croyance ou de philosophie ou de vision de la vie t'as grandi, me raconter, voilà, un peu ça déjà. Ok, pas de souci. Donc du coup, moi j'ai 35 ans. J'ai grandi surtout en France, mais j'ai eu la chance d'être assez expatriée. Donc on est parti en famille avec mon père, ma mère et mes 2 frères, un peu à l'étranger. On a beaucoup du coup voyagé, rencontré beaucoup de personnes différentes, de religions différentes, et on a eu la chance surtout de vivre dans des pays différents avec des cultures évidemment qui sont différentes de la culture française dans laquelle quand même j'ai passé la plupart de mes années. Après, d'un point de vue spiritualité, mes parents sont non-croyants, donc ils m'ont toujours laissé le choix de trouver ma propre voie surtout en ne m'imposant rien. Donc ça a toujours été quelque chose de partagé dans la famille, plutôt même, je dirais même cartésien. Voilà, il y a ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui est physique, ce qu'on connaît, ce qu'on est sûr, et après il y a le reste, sachant que le reste, c'est toute la spiritualité, toutes les religions qu'on peut avoir, et elles sont toutes plus ou moins valides en fonction de ce qu'on recherche chacun. Donc j'ai vraiment eu cette chance de pas avoir, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas qu'on m'ait pas imposé un chemin en particulier, que ça a toujours été plus ou moins libre à moi de prendre des décisions, sachant que vraiment ils ont toujours été ouverts à me proposer si je voulais prendre des cours de catéchisme ou apprendre une autre religion. Il y a toujours eu cette ouverture. Et du coup, tu parles pas mal du coup de cartésianisme, en gros de dire que, c'est une vision des choses au sens où ce qui existe, c'est vraiment que ce qui est palpable et visible, et voilà. Toi, c'est quelque chose qui t'influence actuellement par rapport à tes croyances, à ta vision des choses? Alors, c'est ce qui m'a beaucoup influencée avant. J'ai toujours été quelqu'un qui a cru que ce qu'elle voyait, ouais. de fait, et du coup pas trop écouter ce que chacun peut dire sur quoi que ce soit d'ailleurs, tant que j'en avais pas moi-même la certitude. Voilà, c'était quelque chose qui a fait partie de moi. Maintenant ça a un peu changé. Du coup ça fait 10 ans que je travaille, et quand j'ai commencé à travailler, j'ai découvert la pratique et la discipline du yoga, qui en fait je me suis rendu compte m'a amené énormément
d'un point de vue spirituel, quelque chose que j'avais pas du tout, qui est beaucoup moins palpable, du coup, qui est quelque chose qui est là, mais sans trop savoir pourquoi c'est là et pourquoi ça fait du bien. Donc non, maintenant, je suis quand même, on va dire, je dirais pas plus ouverte d'esprit, mais en fait, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui, en tout cas, moi, m'aide à avancer, et qui est pas spécialement associé à une religion en particulier, mais du coup, qui est là. Et c'est vrai que la pratique du yoga, donc, ça fait donc, 10 ans que je travaille et du coup plus de 10 ans que je fais du yoga. Au bout de quelques années, j'ai décidé d'apprendre plus en m'offrant une formation de prof de yoga. Pas du tout pour enseigner à la base, c'était juste que j'aimais beaucoup le yoga, mais j'avais envie d'en savoir un peu plus de pourquoi ça fait autant de bien. Et ce qui est bien dans la formation de prof de yoga, c'est qu'il y a toute une partie très concrète, anatomiquement, pourquoi ça fait du bien physiquement, qu'est-ce que les différentes positions du yoga vont faire sur notre corps qui va faire qu'on va s'en sentir bien après un cours de yoga. Ouais. Mais il y a aussi toute une partie historique du yoga, ça vient d'où et comment cette pratique est arrivée sur cette terre. Et ça, du coup, ça a été vraiment une découverte pour moi parce que quand on prend un cours de yoga physique, oui, c'est un cours de yoga en classe, on n'a pas le temps de couvrir cette partie-là qui est plus l'histoire du yoga, les différents textes, les courants, c'est ça, les différents courants, les différentes branches du yoga, sachant que la partie physique n'est qu'une des 8 branches du yoga et que il y a beaucoup plus que la partie physique qui est seulement une branche qui nous aide à arriver à un certain enlightenment, je sais pas comment on pourrait dire en français, mais une certaine zone de un confort physique qui te permet peut-être d'atteindre d'autres c'est ça, plutôt spirituel et d'arriver à cette partie un peu d'être élevé en fait. Ouais, ok. Voilà, d'arriver à dépasser certaines choses. C'est hyper intéressant. Moi, je savais pas du tout qu'il y avait, tu disais 8 branches carrément dans le yoga. Je pense que comme beaucoup de gens, pour moi, le yoga, c'est vrai que c'est pas qu'une pratique sportive, mais c'est pour moi quelque chose qui est presque uniquement physique, même si effectivement souvent pour ceux qui pratiquent un peu de yoga, il y a des parties où on fait les chants de Om, des choses comme ça. Exactement. C'est ça. Et il y a aussi tout. En fait, justement, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu. Dans un précédent épisode, on parlait de l'aïkido, qui est un art martial. Et en gros, la personne que j'interviewe sur ce sujet-là, elle explique que, en gros, c'est une pratique physique, mais qui te permet aussi justement d'atteindre certaines réflexions. En fait, c'est comment la philosophie, ça peut s'inscrire dans le corps, quoi. Et du coup, par rapport au yoga, ça se passe. C'est passé comment en fait? Toi, la première fois que t'as pris un cours de yoga, ça a été quelque chose d'immédiat? T'as compris quelque chose? Ou c'était vraiment d'abord purement physique, c'est-à-dire... Alors pour être honnête, ça a commencé purement physique au départ. C'est vraiment, en fait, j'ai découvert une discipline physique qui m'a aidée à me sentir dans le moment présent et à mettre de côté toutes mes pensées, tout ce qui se passe en fait autour. Donc en fait, pendant 1 heure de yoga physique, du coup, j'arrivais à penser à rien d'autre. Et en fait, ça me permettait juste de créer de l'espace dans mon cerveau pour derrière, quand tu reviens dans ta vie, quand tu sors du shala, du studio et même juste de ton tapis de yoga, en fait, tu décides quelles sont les pensées que tu vas remettre dans ton cerveau. Parce que vu que tu as fait le vide pendant 1 heure, ça permet un peu de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de remettre tout ça dans ça? Et c'est vrai que la partie que j'aimais bien avec cette prof, la première prof que j'ai rencontrée qui m'a fait vraiment découvrir le yoga, c'était aussi la partie du shavasana à la fin, qui est une partie un peu méditation. Donc dans chaque cours de yoga, à la fin, on va être en position du corps, on est allongé sur le dos, les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés, et on se laisse tomber vraiment au sol. Et en fait, pendant cette partie-là, on peut avoir une sorte de méditation guidée. Du coup, il y a certains profs qui vont avoir qui vont nous lire des textes, qui vont nous faire penser à certaines choses, même peut-être juste des parties du corps ou des respirations. Mais cette prof-là, en fait, elle nous faisait en fait jouer avec l'image qu'en fait notre cerveau c'est comme un lac et qu'en fait chaque pensée qu'on a dans notre cerveau c'est comme si on lançait une petite pierre dans le lac. Quand tu lances la pierre, ça va faire des petites ondes sur le lac. Plus tu balances de pierres dans le lac, plus ton lac il va plus être calme, en fait, il va commencer à bouger. Et puis en fait l'idée c'est d'essayer de garder, évidemment il n'y aura jamais un lac
complètement Ouais, vide et on plat, est d'accord. mais d'essayer en fait d'amenuiser ça et en fait d'avoir cette réflexion. Je me suis dit mais c'est vrai, en fait on pense tous à 10 000 trucs. Il y a des choses qui sont très importantes, autant il y a des choses qui sont beaucoup plus futiles. Et en fait ce qui est futile, effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin de se prendre la tête ou d'avoir ça dans le cerveau, alors ça. qu'en fait bah voilà, si tu vas faire tes courses ce soir ou demain, enfin c'est pas grave quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a des fois c'est très présent. Mais voilà, c'est très Et présent et ouais. ça va stresser, faire que Ouais. voilà, c'est quelque chose qu'on a dans la tête et ouais, et c'est pour ça que du coup, ouais, la première fois que je suis rentrée dans le yoga, bah, quand même toujours eu ce petit côté un peu arriver être dans le moment présent, à créer de l'espace qui m'intriguait beaucoup. Ça compte quand même énormément, j'imagine, dans une pratique comme celle-ci. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu as découvert le yoga, comme beaucoup de gens, j'imagine, par la pratique, on va dire, sportive. Ouais. Et c'est via des profs qui t'ont donné un peu des petites maximes, des choses qui t'ont permis de commencer à créer de l'espace, que tu t'es dit que là il y avait un truc que tu avais envie de creuser, qui te semblait vraiment riche, quoi. Exactement, ouais. C'est vraiment découvrir toute cette partie à côté un peu du physique, donc soit pendant les cours de yoga, soit en faisant des sortes de workshops de 3 heures ou une demi-journée ou même des retraites de yoga, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment beaucoup plus. Je voulais vraiment savoir d'où vient tout ça. Donc des fois il y a des profs par exemple qui vont nous faire le son home, ou des chants, des exercices de respiration, ou même juste mettre une intention dans la pratique. Et en fait, je me dis, mais pourquoi il y a tellement de styles différents, pourquoi en fait, comment tout ça est relié, en fait? Est-ce qu'un yoga, chaque prof fait son truc ou pas? Et c'est pour ça, du coup, j'ai voulu en savoir plus en faisant ce cours de prof de yoga qui est en fait plutôt 200 heures de formation. Les textes sur, évidemment, la partie physique, anatomique, mais aussi sur la méditation, sur les principes, ce qu'on appelle les yamas et niyamas, qui sont en fait un peu les 10 commandements, on va dire. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont, par exemple, la non-violence. Il y a vraiment des choses qui exactement, qui va avec la pratique physique, justement. Exactement. Et en fait, chaque prof va pouvoir, en fonction de ses cours et de ce qu'il a décidé de faire sur la semaine, le mois, en fonction même de la lune, ou peu importe, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais elle va toujours faire référence aux mêmes choses et va prendre un peu des petits bouts de toute cette partie associée à la discipline qu'est le yoga. Et là que c'était intéressant de commencer à apprendre et de dire attends, c'est quoi le scope entier de tout ça? Enfin évidemment, même si j'ai jamais découvert complètement et c'est à lire des choses, il y a tellement de choses à faire et apprendre et à lire. Mais du coup, c'était intéressant de se rendre compte qu'en fait, si il y a des vraies bases qui sont partagés par tous les styles de yoga, que ce soit Hatha, Ashtanga, Vinyasa, mais en fait tout vient quand même d'une même base. Et c'était intéressant pour moi de revenir à ce côté un peu les fondations du yoga. D'ailleurs, le programme de 200 heures, c'est vraiment les fondations du yoga. Après, voilà, il y a tellement de formations à côté qu'on peut faire en plus pour s'il y a une partie qui nous plaît plus. Évidemment, on va pas devenir tous des gourous et connaître tout à tout. Voilà, il faut savoir ce qui nous plaît aussi, ce qu'on a envie de garder, d'apprendre et pourquoi pas ce qu'on a envie d'enseigner derrière et de partager à d'autres personnes. De transmettre aussi, toi. Alors du coup, justement, donc ça t'a intéressé, t'as commencé à creuser ce sujet et puis finalement, toi, t'as suivi le programme d'enseignement pour mieux comprendre le contexte et savoir un peu ce que toi tu pouvais y piocher. À partir de là, du coup, c'est là que tu t'es dit, j'aimerais bien transmettre. Il y a des choses, en fait, qui me parlent et qui m'aident et que j'aimerais transmettre ou comment ça s'est passé? D'un côté, oui, forcément, parce que quand même, on nous apprend aussi à être prof, comment se positionner par rapport aux élèves et tout ça. Donc, ça fait un peu moins peur de se dire, mais en fait, je pourrais être crédible à partager quelque chose d'autre. Mais surtout, en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de commencer à m'entraîner forcément parce qu'après cette formation, on a il y a un petit test et puis tu as ton diplôme ou pas quoi. Mais du coup j'ai commencé à l'enseigner à mes proches, à mes potes, à ma famille et à partager un peu ça et me mettre en position un peu de prof, de leader de 1 heure de yoga. Et en fait quand j'ai commencé à partager, de recevoir des feedbacks des gens à qui je donnais le cours, c'est là que je me suis dit en fait ça a un impact. Enfin, je me souviendrai toujours du copain d'une de mes copines
qui avait jamais fait de yoga et puis qui était complètement voilà, qui l'a fait pour moi quoi. Il a dit ouais, bon, parce qu'en plus, t'as besoin d'élèves, sport un peu de meuf quoi. Enfin, bah ça c'est souvent dans les cours, ouais, clair. c'est la connotation. Je dis pas alors attention, le yoga n'est absolument pas réservé aux femmes, mais c'est vrai que en général quand on va prendre un cours de yoga, il y a quand même une majorité de femmes. Enfin, c'est peut-être en train de changer, peut-être tu nous diras. Ouais. Mais voilà, donc pardon, ouais, Non mais c'est clair, c'est clair. Non mais en plus surtout que on a mais surtout que c'est une discipline qui est à la base qui est créée par des hommes limite pour les hommes. Hein. Donc c'est ça qui est aussi un peu étonnant que derrière maintenant, c'est vrai que vu que c'est plutôt une discipline pas forcément de compétition, c'est peut-être plus féminin, mais voilà. Après, ça c'est. Oui. Donc bref, donc cette personne vient à mon cours, donc je donne le cours. Et à la fin, il est venu me voir, il m'a dit mais Hélène, c'est fou. En fait, j'ai l'impression de sortir de 20 minutes de nage. Il a eu les mêmes bienfaits que quand il va dans une piscine et que tu nages et que tu penses à rien. Et en fait, j'en sors de là, mais las, mais un bon. Mais la bonne fatigue. La bonne fatigue d'être bien et d'être surtout, d'être là en fait. Je sais pas comment dire. C'est vraiment comme tu vas à la piscine, c'est toujours dur d'y aller, il faut te mettre en maillot, machin, mais une fois que tu sors, t'es tellement bien. Ouais, une espèce de bienfait physique. Qui fait que aussi, mais qui fait qu'aussi mentalement, t'es plus calme, que t'as été dans l'eau, etc. Et donc, en fait, ça lui a fait ce même effet. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, mais du coup, si je peux partager cette discipline plus, c'est encore, ça serait ouf. Et même si pendant, je sais pas, sur un cours avec, je sais pas, 10, 15 élèves, peu importe, il y en avait juste un qui sort un petit truc, qu'est-ce qui va l'aider pour sa journée, l'heure d'après, sa semaine ou quoi que ce soit. Je me dis, mais ça serait incroyable. Et après, effectivement, à commencer à enseigner, petit à petit, on crée des relations avec les élèves et c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment les aider à avancer, et puis qu'ils posent aussi des questions et qu'on travaille des choses ensemble qui font que c'est bien plus que juste du physique. Et ça, c'est quand même quelque chose que je cherchais pas, dont je m'y attendais pas, mais maintenant qui fait que ça fait 5 ans que j'enseigne le yoga et je me vois pas du tout arrêter. Enfin, c'est vraiment quelque chose, je me dis, mais c'est trop bien de faire en sorte qu'il y ait plus de yoga dans ce monde. Et d'être juste un de ces petits profs qui essaie d'en mettre un peu plus dans le monde, parce qu'en fait, tout le monde aurait besoin de plus de yoga. De manière générale. Non, mais c'est clair. Et bon, moi, j'en fais un petit peu. C'est pour ça aussi, des fois, je me permets de rebondir sur certaines choses. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est vraiment une pratique physique qui peut aussi amener à des réflexions personnelles. Et personnellement, moi je sais que j'ai eu des périodes comme tout le monde de vie qui ont pas toujours été évidentes, de stress, etc. Et c'est vrai que d'avoir 1 heure ou 2 de yoga par semaine, ça aide à... c'est exactement ce que tu disais, en fait, à un moment à faire le vide dans ta tête, au moins 1 heure dans ta semaine, même si ta semaine elle est hyper difficile. T'as cette soupape aussi qui te nourrit, en fait. Exactement. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être que le fait que j'avais pas d'éducation religieuse ou pas de croyance particulière, j'ai l'impression que du coup pour moi le yoga a pris cette place. C'est quelque chose dont j'ai besoin, qui m'aide, et faire même 5 minutes de yoga par jour, c'est quelque chose qui devient nécessaire. Alors j'associe pas du tout ça à une prière mais en fait, c'est quelque chose qui devient vraiment nécessaire. Et c'est là où je me suis dit que il y a sûrement bien plus. Il y a quelque chose. Oui, ok, c'est comme un moment qui t'appartient quand même et qui t'est indispensable à ton, comment on dit, à ton équilibre mental quotidien, quoi. Exactement. Et j'ai pas envie d'imposer ça à qui que ce soit. C'est vraiment perso. C'est ce dont moi j'ai besoin et qui me permet d'avoir mon équilibre dans la vie de tous les jours, de passer les challenges. Quand il y a eu le Covid, etc., c'était vraiment indispensable pour moi. Il y avait vraiment des choses et ça m'a aidé, quoi. Enfin, clairement, il n'y a pas de... Et donc, si ça aide, c'est qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est que ça parle à des gens, forcément. Bien sûr. Et du coup, tu peux nous dire un tout petit peu, parce que, donc, effectivement, on parle des bienfaits du yoga, etc., par rapport à ce que tu as appris et ce que tu sais, enfin, tout ça. Comment on explique justement que le fait d'avoir des postures, parce qu'en gros, le yoga, pour ceux qui connaissent pas, tu pourras peut-être le dire mieux que moi d'ailleurs, mais c'est adopter certaines postures qu'on des noms un peu marrants. Enfin, il y a des guerriers, il y a des lézards, des pigeons, enfin, il y a plein de postures. Et comment
comment ça se fait justement que l'enchaînement de ces postures, ou le fait de faire ces postures, ça aide à se sentir bien? Est-ce qu'il y a des explications ou est-ce que justement c'est... Alors, il y a des explications physiques pures. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais comme toute pratique de sport, quand on fait du sport, on va relâcher des endorphines qui vont faire qu'on va se sentir mieux. Et donc, le yoga sur cette partie physique, effectivement, c'est ce qui fait qu'après un cours de yoga, on se sent mieux. Et de garder certaines positions, surtout des positions de stretching qui vont faire que on va passer du... alors, je suis désolée, je fais la formation d'anglais, donc ça fait un peu nul, mais Non, mais c'est bien, comme ça on apprend. On devient bilingue. En fait, on passe d'un système nerveux qui est en fight or flight tout le temps. Donc, c'est vraiment... en gros, c'est-à-dire se battre. En vigilance, quoi. Ouais, c'est ça, se battre vigilance. Donc, on Ok. de manière générale, dans la vie, on est toujours plutôt dans cette période. Et il y a une partie qui s'appelle Rest and Digest, qui est en fait le système nerveux au repos. Quand on fait un cours de yoga, ou quand on fait de la méditation, ou quand on essaie d'appliquer sa spiritualité, ou cette discipline, on essaie en fait de passer de fight or flight au Rest and Digest. Donc en fait, d'arriver à calmer tout son système nerveux pour juste être mieux, être mieux dans le moment. Et en fait, du coup, la partie physique, le fait de se concentrer sur des positions, de devoir la garder pendant quelques respirations, etc., on arrête de penser à quoi que ce soit qui nous fait stresser dans la vie ou qui est présent, etc. Et justement, on passe plus dans une position de repos mental qui fait que on se pose, on se calme juste et on est juste là, quoi. Et la référence aux animaux, ou aux guerriers, ou tout ça vient vraiment de l'histoire de l'Inde, d'où viennent les textes du yoga. Donc c'est vrai que quand on regarde les différents textes, souvent c'est des références à des choses qui existaient à l'époque dans les textes. Mais je sais pas comment dire. Après, pourquoi ils ont donné des noms d'animaux, je pense que c'est parce que il fallait des références. Des refs, ouais. Mais bon, voilà, après, donc tous les noms sont en sanskrit, qui est quand même la base de la discipline. Mais après, voilà, que ça soit la position du poisson ou de l'enfant heureux, ou c'est plus que physiquement, c'est censé ressembler entre guillemets à ces choses-là. C'est pas, on va pas se transformer en lézard. Oui, c'est ça. C'est pas, par exemple, par rapport au chamanisme, dans lequel on parle beaucoup d'animaux totems, de choses comme ça. Là, il n'y a pas forcément de lien. Là, c'est plus pas que je le sache. Après, j'imagine que peut-être qu'on aime des positions qui nous font du bien à nous. Est-ce que moi, j'adore le pigeon. Est-ce que ça veut dire que le pigeon est mon animal totem? Je sais pas. Purée, je l'ai bien aussi, celle-là. Mais voilà, après, chacun interprète comme il veut. Mais non, pour moi, il y a pas de corrélation directe. Il y a plus de 2000 positions différentes 2000 en yoga. Oui, c'est énorme. C'est énorme, en fait. Chaque position a différentes variations. Et puis aussi tous les différents mouvements de yoga. Après, il y en a plein qui ont été créés plus ou moins dernièrement avec la vie, on va dire, plus actuelle ou européanisée, on va dire. Mais même dans les officiels, ça reste quelque chose qui est très vaste. Donc, je pense que le nom des animaux peut-être est fait plus pour qu'on s'en souvienne. Oui, et ça marche. Qu'on se souvienne d'un enchaînement, ouais, qu'on se souvienne aussi d'une référence. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle la trompe de l'éléphant. Et quand on prend la position de la trompe de l'éléphant, c'est vrai que ça ressemble à une éléphant. Ouais. D'accord. Donc, c'est sûr que je pense que ça nous aide peut-être aussi à essayer d'aller quelque part. Physiquement en ayant une référence qu'on connaît, en fait, en visualisant ce qu'on souhaite atteindre. Après, ce qui est bien dans les cours de yoga, c'est qu'il y a, dans la plupart des studios, des chalas, il n'y a pas de miroir. Que l'idée, c'est pas d'atteindre non plus une position physique, c'est en fait plus de ressentir là où il faudrait qu'on soit et de faire en sorte qu'avec notre corps, on se mette en position qui ressemble dans notre tête, mais peu importe si ça ressemble à ce que le voisin fait sur son matelas à côté ou ce que le prof a montré. En fait, c'est plus essayer de personnellement aller vers quelque chose et sans juger, sans
Voilà. Sans se comparer surtout. C'est ça, très important. Et ça fait du bien aussi de pas toujours se regarder en miroir et de juste se laisser porter par les sensations. Oui. Et par rapport à tout ça, moi j'avais aussi la question de tes élèves. Donc tu parlais toi de profs qui t'avaient un peu transmis des maximes, des choses qui t'ont aidé peut-être à certains moments. Est-ce que toi tu fais pareil? Est-ce qu'il y a l'aspect un peu d'essayer de transmettre certains messages qui sont les messages dont tu parlais, un peu communs, mais voilà, à travers la discipline ou... C'est sûr qu'en fait d'être prof de manière générale, c'est l'occasion c'est un peu un espace de communication, ça permet de mettre en avant quelque chose. Alors après, le problème c'est qu'on n'a pas la science infuse en tant que prof et que tout le monde ne va pas, ça va pas résonner dans chacun de la même manière, donc il faut faire aussi hyper attention aux messages qu'on passe parce que il peut y avoir beaucoup de gens qui sont croyants, qui ont leur propre religion, et donc si on commence à leur faire une demande de prière, quoi que ce soit, ça peut choquer des gens, et j'essaie un peu justement de pas trop imposer les mains en prière, de toujours dire si c'est quelque chose qui vous convient pas, vous pouvez mettre les mains sur la poitrine, de faire des choses différentes, parce que j'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit, et surtout c'est pas mon rôle. Par contre, en message ce que j'aime bien faire, c'est toujours quand même avoir un message de positivité, et du coup d'avoir une intention ou donner un exemple. I'm happy, I'm here, I'm beautiful. C'est juste des petits messages, et voilà, tu vas le dire pendant un cours, et si ça réverbère avec une personne, ok, ça va juste faire mettre un petit sourire sur leur visage, c'est trop bien, quoi, ça suffit. Et c'est vrai que ça, c'est quand même aussi une chance, c'est que quand t'es prof, voilà, t'as l'occasion de partager, t'as une audience, en fait. Et les gens, ils attendent que tu parles pendant 1 heure, c'est à toi de leader le cours, donc tu peux placer des petites choses, mais voilà, après, de là, vraiment lire un texte bouddhiste ou quoi que ce soit, pour moi, en fait, c'est pas ce que je veux être. Ouais, tu considères que c'est, en tout cas, toi, ton rôle, tu me dis si je me trompe, mais en gros, ton rôle, c'est de pouvoir transmettre un certain nombre, déjà, d'aspects quand même physiques de la pratique, éventuellement de générer une intention positive, d'essayer de s'ancrer, mais pas au-delà, finalement, parce que en tout cas c'est pas ton job de dire aux gens quoi. Je sais pas si c'est croire, mais en tout cas c'est ça. Après, je laisse toujours l'occasion à la fin des cours aux élèves évidemment de venir me poser des questions, et voilà. Mais c'est vrai que en tout cas je me sens pas en position assez forte ou même assez convaincue de moi-même que c'est mon rôle. Je sais que ceux qui viennent, ceux qui reviennent et ceux qui ont des questions, ils viendront me voir à la fin du cours, et là on peut en discuter s'ils ont besoin de voir des textes, etc. Mais c'est pas... Je sais qu'il y a des gens qui font du yoga juste pour faire du stretching, et très bien. Il n'y a pas de jugement, quoi. Chacun n'est pas obligé d'avoir justement cette envie pour le côté plus spirituel et profond du yoga, quoi. Donc je trouve ça cool, en tout cas, ce que t'expliques, parce que c'est vrai que dans le podcast on réfléchit aussi aux limites, parce que la spiritualité, ou en tout cas certaines pratiques, certaines disciplines, ça peut vraiment aider dans la vie tout le monde. En tout cas, je pense qu'il y a plein de choses pour plein de gens. Ça a aussi ses limites, et les limites dans de nombreux de ces domaines, c'est aussi l'aspect un peu, je sais pas comment dire, je sais pas si ça se dit gourouique, d'avoir un maître à penser un peu qui te dit maintenant il faut penser comme ça, c'est ça le chemin, tout ça. C'est ça. Et donc je te remercie de rappeler que souvent quand même les gens qui transmettent de manière saine les choses n'ont pas évidemment la vérité, mais propose un certain nombre d'outils pour soi-même trouver, on va dire, sa propre vérité, ses propres réponses et son chemin, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que du coup, je sais pas si c'est la chance que j'ai eu avec les profs que j'ai eus, qui du coup m'ont jamais rien imposé. Ça m'a juste aidé à faire ma propre spiritualité perso, qui prend peut-être un peu de partout, et voilà, qui est pas forcément celle du yoga pur ou du bouddhisme ou de n'importe, ou d'une autre religion. C'est vrai que ça, c'est important, et c'est ça aussi qui peut faire un peu peur dans le yoga, c'est que des fois on peut, quand on connaît pas un studio ou un prof, aller et tomber sur quelqu'un qui est complètement convaincu de sa vision de la vie avec sa pratique du yoga. Et en fait, c'est vrai moi je me suis déjà retrouvée dans des cours où je me suis dit, mais
enfin, c'est bien que toi, prof, tu penses ça. Enfin, Oui, que toi, tu le joues comme ça, mais... Ta vision. Waouh, quoi. Enfin, et je me dis, justement, et sachant que je suis prof de yoga et que j'ai le recul là, mais je me dis qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu faible ou qui est complètement persuadé de quelque chose d'autre, ça peut être gênant de se voir imposer ça. Donc, voilà, il y a différents profs. Oui. Et il y a des profs que les gens vont suivre parce que voilà, si on parle par exemple du Bikram yoga et de ce qu'est le Bikram yoga et surtout du leadership du yoga gourou Bikram. Tu peux nous parler un tout petit peu de ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Moi, je suis pas très au fait. De quoi il s'agit? C'est quoi Bikram yoga? Bikram yoga, en fait, c'est un yoga qui a été créé par Bikram. D'accord. Mais du coup, il a donné son nom. Ouais, oui, tout simplement. Mais vous allez savoir, vous allez voir pourquoi derrière. Non, mais lui, en fait, il a pris dans la pratique du yoga ce qui l'intéressait et ce qui lui faisait du bien à lui. Donc, en fait, le yoga Bikram, c'est un yoga qui se pratique dans une pièce qui fait 42 degrés. Oh, mon Dieu. C'est déjà des cours d'1h30 où, en fait, on fait 2 fois la même série de positions. Donc, le même enchaînement 2 fois de suite. D'accord. Donc un enchaînement de postures. De positions, donc une position, la tient 5 respirations, on passe à une autre, et une fois qu'on a fait une fois l'enchaînement complet, on le refait une deuxième fois. D'accord, dans 42 degrés. Dans degrés. 42 degrés, voilà. Et c'est peu importe un cours de Bikram partout dans le monde, du coup, ça sera de cette manière-là, parce qu'en fait, lui, le truc que pour lui, c'est ce qui lui allait, et surtout ce qui lui permettait d'atteindre cette enlightenment, cette élévation. Illumination. Ultime. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui marchait pour lui. Du coup, qu'il a commencé à commercialiser, et à partir de là, il y a eu beaucoup de followers, de gens qui sont mis à pratiquer le Bikram et être complètement persuadés de ça. Et en fait, lui est passé d'un stade de sûrement de teacher, de prof, on va dire, classique, à un rôle de gourou. Et du coup, c'est là que ça peut vraiment un peu tout changer, quoi. Il y a vraiment après des positions, et derrière, après, justement, des discours et des choses qui sont du coup associées à lui, mais en fait, lui qui va avoir une audience de plus en plus grande et au moment une audience mondiale, ça peut faire du mal. Ouais, carrément. On parle de sectarisme presque. Complètement. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça vraiment les limites entre être un prof qui donne les outils et devenir un gourou en ayant ses propres convictions qui seront comme toute communauté avec un leader qui décide ce qu'il veut. Ouais, non, mais en tout cas, vraiment merci de le rappeler parce que c'est vrai que c'est essentiel et pour tout l'ensemble des pratiques, des croyances, etc. qu'on évoque dans le podcast, de toujours avoir en tête que, alors peut-être qu'on pourra me dire que c'est un point de vue, mais en tout cas, pour moi, la voie qui est juste, c'est pas celle qui est imposée. Et c'est surtout, souvent confier, faire confiance. J'allais faire un anglicisme. Faire confiance à des personnes qui disent qu'ils n'ont pas la vérité. Pour moi, ça me semble toujours beaucoup plus sain que quelqu'un qui arrive en nous disant moi j'ai la réponse à tous tes problèmes, moi j'ai compris comment ça marche. Voilà, je dirais que c'est un peu un red flag dans pas mal de domaines en général. Dans tout, même dans le boulot, dans exactement. Et c'est là que d'ailleurs la pratique du yoga, la discipline du yoga pour moi en fait ça m'a aussi aidé à éclaircir certaines choses par rapport justement au travail, aux amis, aux relations, etc. Parce que tu prends le temps de peut-être prendre un peu de recul sur ce que tu penses, que les gens pensent, et du coup de juger un peu différemment, je pense, les visions des choses, parce que du coup du fait d'enseigner, de prendre ce positionnement un peu de recul, de recul et de juste proposer des idées ou des outils, ça permet en fait de voir qu'il y a des gens qui sont pas comme ça et qui imposent leur point de vue surtout, et que ça soit dans tous les domaines, il y a toujours des gens qui veulent un peu imposer des choses. Mais ça, je pense que c'est comme toute personne qui devient prof dans n'importe quoi, ou dans quoi que ce soit, c'est du coup comment tu t'enseignes, comment tu transmets, et comment tu leads et tu arrives à guider les gens vers quelque chose.
sans poser. En les laissant libres. Exactement. Mais sauf que du coup, tu vois que dans le boulot, dans plein de choses, dans la politique, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, non, en fait, on est forcément un petit peu influencé. Voilà, c'est sûr. Et du coup, moi, il y a un truc dans le yoga qui me fascine assez. Enfin, tu me diras ce que t'en penses. En fait, donc dans le yoga, comme on disait, c'est des postures plus ou moins, on va dire, difficiles. Et d'ailleurs, selon notre type de corps, je pense que certaines postures sont difficiles pour certains et d'autres positions faciles pour d'autres. Enfin voilà. Ça parle souvent de trouver le confort dans l'inconfort. Ouais. Moi, c'est un truc. En fait, c'est une notion. J'y pense assez souvent parce que la vie n'est pas toujours hyper confortable. Et toi, justement, tu peux me parler de la notion du confort dans l'inconfort et de comment finalement dans le yoga comment ça applique et du coup comment ça peut appliquer un peu dans la vie. Oui, bien sûr. C'est vrai que dans le yoga, donc on va faire beaucoup de différentes positions et donc comme tu disais, chacun est différent, a des corps différents, aime des choses différentes, donc on va tous ressentir l'inconfort dans ces positions de manière différente, mais on va tous le rencontrer. Des fois, ça va faire un peu mal, ou si on n'est juste pas dans le mood aujourd'hui de faire un type de position et tout. Et donc, on va se sentir dans une zone où on n'a pas envie de rester dans cette position. Ça commence à faire mal, où on pense à autre chose, on n'arrive pas à rester là. Et en fait, de devoir se forcer à rester, par exemple, quelques respirations dans cette position, on se rend compte que on peut le faire si mentalement on arrive à se laisser aller dans une position. Alors, je sais pas comment expliquer, mais c'est tant que ça fait pas mal physiquement, évidemment, on peut pas se forcer à se mettre dans des positions. Oui, il faut pas non plus se faire souffrir. Mais il y a des positions où on va pas être là, on va penser à autre chose, on dit non, mais reste là, juste pense à ta respiration, donc compte tes inspires et tes expires, par exemple, et en fait, tu peux tenir de la position, alors qu'au départ, tu dis, mais c'est complètement incommodable, je vais partir de cette position. Cette discipline d'arriver à être plus à l'aise dans l'inconfort physique, clairement, dans la vie, dans le quotidien, c'est aussi quelque chose qui peut s'appliquer directement. C'est-à-dire qu'à des moments, on va être pas forcément à l'aise dans certaines situations. Mais en fait, on peut changer son état d'esprit pour se dire que c'est OK. De pas être à l'aise, en fait. Et exactement. Du coup, on est un peu plus à l'aise d'avoir accepté qu'on n'était pas à l'aise. En fait, c'est ça, c'est que du coup, on prend du... En fait, c'était vraiment juste, une fois de plus, de prendre du recul, en fait, sur vraiment, j'aime pas ça, mais je sais que j'aime pas ça, et du coup, bon, ça va. Enfin, je sais pas. Oui, c'est un peu bizarre comme sentiment, mais en fait, quand même, on dramatise un peu tout dans nos vies de manière générale, et il y a beaucoup de choses. On est tous un peu des drames. Non, mais c'est ça, il y a beaucoup de choses qui méritent pas d'être autant dramatiques, et surtout, il faut être juste, à chaque fois, j'arrive pas à le traduire en français, mais grateful. Reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui, au moment où on l'a, etc. Et il y a toujours pire ailleurs. En fait, il peut arriver des choses, après, voilà, tout a ses limites, etc. Bien sûr. On est quand même là, on est vivant, on est en bonne santé. Enfin, en fait, tant que certaines choses vont bien, c'est déjà une base énorme. Voilà. Et donc, certes, on est dans un moment d'inconfort parce qu'il se passe des choses, on est en instabilité, il y a des choses qu'on maîtrise pas, etc. Il y a de la peur, du stress, de pas mal de choses, mais en même temps, de se remettre sur non, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui permet d'être à l'aise, ça aide à malgré tout être un peu plus confortable avec l'inconfort, et qui est justement un des principes du yoga qui se transmet aussi dans la pratique du yoga physique, où voilà, on va nous demander de rester dans des positions qui ne sont pas, et les profs vont dire je sais que c'est pas confortable, mais restez là quelques respirations, et en fait on se rend compte qu'au bout de quelques respirations, ça va. On l'a fait. C'est là, on sait que ça va mal, mais en fait ça va, quoi. Il y a rien qui paraît vraiment insurmontable non plus dans la vie, quand même. Faut se rappeler ça, et puis Non, mais c'est chouette. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, en gros, ce que je comprends un peu en filigrane aussi, c'est que le fait par exemple, t'es dans une situation, on va prendre une situation de la vie, j'en sais rien, moi, tu détestes parler en public, tu vas devoir parler en public pour ton boulot, par exemple. C'est quelque chose qui est extrêmement, pour certaines personnes, inconfortable. Le fait de lutter
contre soi-même et de se dire je veux pas que ce soit inconfortable, je veux pas que ce soit inconfortable, en fait on se rajoute une couche un peu de souffrance sur un truc qui est pas confortable mais qui est pas non plus horrible et c'est ça en fait un peu l'histoire de la lutte, non? Mais bien sûr, c'est sûr, mais il y a bien pire que d'aller parler, de faire une présentation devant des gens, enfin faut prendre justement le recul un petit peu. C'est normal que ce soit inconfortable dans ce cas, déjà peut-être faut faire des choses pour se sentir plus à l'aise, répéter, pratiquer, etc. Mais voilà, mais effectivement, c'est plus de pas être dans la négativité en fait, dire que c'est compliqué, j'ai peur, j'ai pas envie de le faire, etc. Alors que non, faut toujours arriver à un peu retourner la situation en se disant c'est sûrement une chance, dans tous les cas je vais apprendre des choses et même si je fais une bourde ou que j'ai plus de voix ou que je suis toute rouge ou quoi que ce soit, est-ce si grave? Non, mais c'est vrai. Et toujours d'avoir justement ce petit recul qui permet d'affronter plutôt les moments d'inconfort, c'est important. Et la discipline du yoga qui est vraiment sur la maîtrise de soi et de ses émotions et de ce qu'on ressent, ça aide au quotidien sur tout ce type de vision de choses, quoi. Enfin, voilà. Il y a des choses qu'on maîtrise pas, on n'est pas confortable, on n'est pas à l'aise, on va tous passer par là beaucoup trop de fois dans notre vie, mais voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ça aide aussi à passer autre. Et je pense que, moi je dis le yoga, mais parce que moi c'est ce qui m'aide à avancer. Mais voilà, je suis sûre qu'il y a des religions qui ont aussi leurs outils qui permettent d'avancer sur les croyances, les philo. Exactement. C'est juste que, moi ce que je connais, en tout cas ce qui me parle, c'est le yoga. Le yoga. Et quand je dis yoga, c'est pas yoga que physique, c'est tout ce qui est sous la paume du yoga, quoi, du coup. Est-ce que tu as une petite phrase ou une maxime dans tous les enseignements que tu as transmis, reçus, qui te parle plus que les autres en matière de yoga ou même un peu plus largement de méditation? Ouais, franchement, moi, c'est en tout cas qui me parle, c'est juste I am here. Bon, je donne en anglais sur je suis là. Je suis là. Ouais. Et en fait, de m'imaginer là, à un moment précis, de me dire, moi, je suis mon petit moi dans ce petit studio, dans cette petite partie du monde, dans ce petit univers. Enfin, et en fait, justement, une fois de plus, prendre tout ce recul et de dire, mais en ce moment, je suis là. Le reste, je peux rien y faire. Je serai plus là dans un moment. Oui. Et en fait, je peux dire, là, je suis là. En fait, ça me manque dans un point et ça fait du bien. En fait, je me dis, là, je suis là. De toute façon, le reste, il y a tout qui tourne autour. Donc voilà. Et en fait, de savoir que je suis là, à ce moment-là, pour moi, cet endroit, ce moment. Ouais. Pour moi, c'est ce qui marche parce que c'est peut-être la seule chose dont je suis sûre. Ouais. Cela dit, oui. Ouais. Normalement. Là, je suis là. A priori. Mais moi, c'est quelque chose qui m'aide. Et je sais pas où je serai après, ou ce qui se passera autour, ou peu importe. Mais c'est vrai que là, au moins, je sais que je suis là et c'est rassurant, en fait, de savoir ça. Ouais, non, mais c'est vrai que ça semble en tout cas aussi une philosophie assez saine de se dire, en fait, en termes de certitude au quotidien, à part de dire qu'on est là où on est à ce moment-là, le reste, c'est soit des choses du passé qui existent plus tellement, soit des choses du futur, mais du coup qu'on anticipe et qu'on transforme, bien sûr, et qui se passeront jamais, n'existe pas. Et du coup, le I am here, c'est vrai que c'est un ancrage, quoi. Et ça me fait penser du coup aux pratiques méditatives aussi, qui consistent, mais ça, je pense qu'il y en a aussi en yoga, les pranayama, les respirations, à s'ancrer justement sur son souffle, à l'instant où on respire, quoi, et du coup à ramener tout le temps l'esprit maintenant. En fait, c'est ça qui existe. Exactement, c'est la seule chose dont on peut, en tout cas, dont la discipline du yoga nous confirme que c'est la seule chose dont on est sûr en ce moment. Et c'est vrai que moi, ça m'aide souvent sur ça. Et donc, certes, en cours de yoga, mais aussi dans la vie de tous les jours. En fait, des fois, quand notre cerveau il va à 100 à l'heure, il pense à beaucoup trop de choses, de me dire, voilà. Au moins ça. Ça c'est que t'es là, donc maintenant, voilà. Ça a le mérite d'être clair. Exactement. Fais pas des plans sur la comète ou ressasse pas des choses qui sont passées. Voilà, là t'es là, donc
faut faire avec, quoi. Donc, ça content maintenant. Hyper intéressant, en tout cas, vraiment, merci de partager ça avec nous. Moi, je voulais savoir, j'ai une autre question. Quand tu vis une épreuve dans la vie, comme on peut tous en vivre, hein, enfin, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça peut être des deuils, mais ça peut être énormément de choses, enfin, finalement. C'est quoi c'est quoi tes techniques? Alors, peut-être au-delà du yoga, mais si c'est dans le yoga, évidemment, ça nous intéresse aussi pour réussir à continuer d'avancer, à rester quand même à peu près aligné et à pas sombrer en fait complètement dans des choses négatives. À quoi tu t'accroches? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, il y a quand même de manière récurrente et assez fréquente la pratique du yoga. Dans tous les cas, ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide à physiquement et mentalement être bien. Et en fait, si je me sens bien physiquement et mentalement, du coup, je sais que les épreuves, elles seront sûrement peut-être plus faciles à penser quand on est fatigué, quand on mange mal, quand il se passe des choses, ça aide pas. Donc, avoir quand même une certaine discipline sur s'écouter et savoir comment on se sent physiquement et mentalement, pour moi, c'est indispensable. Parce que ça aide à aller mieux. Si déjà on est fatigué, on va commencer à être plus triste, plus facilement, et du coup, tout pourra être plus dur aussi. Malheureusement, avoir une discipline, une certaine routine, et je suis pas du tout quelqu'un qui est exactement, qui est très non plus disciplinaire, militaire du tout. Non, c'est vrai que t'es sur t'es prof de yoga, mais t'as aussi évidemment une vie, bien sûr, tu profites, enfin voilà, c'est pas, c'est clair, mais bon, quand même, en fait, je me dis qu'au final, tout s'équilibre sur une semaine, un mois, une journée, voilà, tu peux, enfin, enfin voilà. Il faut essayer toujours de garder un certain équilibre. Tout ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on dit, ce qu'on dépense. Enfin voilà, tout ça, il faut savoir quand même au long terme rester. Enfin voilà. En tout cas, pour moi, de savoir que j'ai toujours cet équilibre, ça m'aide à me sentir en meilleure position pour affronter les challenges. C'est jamais facile. On peut pas savoir comment on va les passer et surtout les accepter à certains moments. Là-dessus, pour moi, il y a pas trop de réponses à part après, à part avoir justement des petits mantras perso comme je sais pas le meilleur reste à venir, avoir des choses qui aident à se dire que bon, avoir foi un peu exactement, le cours de la vie, le flot des choses. Il y a, comme on dit en yoga, il y a le karma, la réponse des actes d'une manière ou d'une autre qui vont faire que, donc en fait, essayer malgré tout même si la vie est dure, de garder justement cette discipline, de continuer à être bien, à bien parler des gens, ou à ne pas critiquer la non-violence qui est un des principes du yoga, etc. Ça s'applique à tout, et du coup, d'appliquer cette non-violence, forcément, il y a un moment où ça paiera. C'est horrible de dire ça, il faut pas faire ça pour ça, mais en fait, se dire que, ça a un sens, en fait, de faire ça, quoi. Plus tu prônes le positif, le bonheur, le fait que les choses vont aller bien, plus tout le monde autour de toi, tu vas le voir sous cet œil-là, et du coup, ça peut avancer. Il faut pas non plus espérer un monde des bisounours. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais ça fait pas de mal d'avoir cette vision-là, et c'est vrai que moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide. Après, il faut savoir aussi faire la part des choses. Des fois, quand c'est trop dur, peut-être que il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions et se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de tout ça? Ou il faut juste que j'aille faire un voyage, que j'aille prendre l'air, il faut que j'aille changer quelque chose. Enfin voilà, après ça c'est la même chose, c'est comme tout le monde. Je pense que des fois faut arriver aussi à se poser les bonnes questions pour nous faire avancer et passer sur des challenges qui malheureusement des fois sont insurmontables, non, mais peu insurmontables. Seul le temps parfois peut on n'a pas non plus prise sur tout, et il y a des situations où en fait laisser le temps faire son œuvre. Accepter en fait un peu la situation, quoi. C'est peut-être ça la bonne base. Mais du coup, sur tout ça, en fait, il y a un des textes de Patanjali qui s'appelle les Yoga Sutras, donc qui sont juste des petites phrases qui sont des petites phrases, ce sont des phrases en sanskrit écrites par ce maître yogi qui peuvent aider dans certaines situations, parce qu'elles sont classées par un peu chapitre et thème, on va dire,
qui peuvent aider à trouver des réponses. Donc après, je prône pas du tout spécialement ce texte par rapport à autre chose, mais c'est vrai que ça peut aussi aider dans certaines situations à voir les choses un peu différemment, quoi. Donc ouais, ça c'est après, mais c'est comme tous les textes. Non, mais c'est vrai que Patanjali, du coup, pour moi, c'était genre presque l'inventeur du yoga. C'est pas du tout ça. C'est un courant spécifique. Non, Patanjali, c'est un maître yogi, mais comme il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai que celui qui a vraiment... Enfin, non, c'est pas... En fait, il n'y a pas d'inventeur du yoga. Le yoga, ça apparu dans les textes indiens il y a des milliers d'années. Ok, ouais. Et le yoga, à la base, c'était... La première fois que le mot yoga est sorti, c'était vraiment arriver à faire le vide dans sa tête. C'était ça. Ça veut dire ça d'ailleurs, yoga Non, le yoga en tant que tel, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Le mot yoga en tant que tel, non, mais en fait, le yoga, enfin, la première fois que le mot yoga est sorti, c'était plus tout ce qui se passe dans notre tête, pour qualifier tout ce qui se passe dans notre tête. Et nos pensées, etc., genre, c'est le yoga. Et après, tu peux arriver à maîtriser ton yoga en faisant donc, la pratique physique, de respiration, de la méditation, et arriver à cette élévation ultime qui reste quand même le pourquoi on pratique le yoga, qui est vraiment d'essayer d'arriver à... On aimerait. Bien sûr, non, mais c'est ça, et c'est comme quand on voit les images franchement. des différents chakras avec une personne qui est assise en tailleur, avec l'enlightenment qui est toujours au-dessus du crâne, parce que c'est vraiment arriver à petit à aligner tous ces chakras pour arriver... Bon, alors je sais que je parle dans des trucs hyper spécifiques, d'arriver à cet enlightenment au-dessus, mais du coup, c'est plus arriver à maîtriser ce qui se passe dans nos ta tête, quoi. Ouais, c'est ça. Mais d'accord, dans notre... comment on pourrait dire, dans notre flow mental, dans notre continuum... dans notre être ultime qui n'est pas du tout physique, quoi. C'est pour ça qu'on parle justement, comme on disait au début, d'un moyen, en fait, d'arriver à quelque chose d'un peu plus grand. Même si, attention, je ne dis pas que le corps, c'est quelque chose de petit, mais très clair, super. En tout cas, c'est intéressant, je pense qu'il y a énormément... de choses à creuser et Patanjali, moi j'ai pas de maxime qui me vient en tête là comme ça, mais je sais que j'ai eu la chance de lire quelques textes de lui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être hyper inspirantes sur certaines situations, sur certains sujets. Du coup, tu vois, là j'en ai une, après c'est la classique, c'est celle qui arrive, c'est un des premières, je crois la troisième, on va dire. D'accord. Sutra de son œuvre, même si, enfin voilà, de son texte, qui dit, donc c'est en sanskrit, Sita Vritti Nirodha, et ça se traduit par The restraints of the modification of the mind stuff is yoga. Donc c'est un peu bizarre à traduire, mais en fait c'est arriver à contrôler tout ce qui impacte notre mental, c'est le yoga. Le yoga dans notre tête, comme on disait les petites pierres et tout ça, en fait, arriver à maîtriser ce qui va avoir un impact sur notre esprit, c'est ça le yoga. Enfin, du coup, ça donne aussi le sens vraiment global à la recherche. Exactement. Et pour arriver à gérer tous ces trucs, ces modifications, on peut avoir le physique, on peut avoir la méditation, respiration, on peut avoir la discipline de manière générale. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses qui nous aident à contrôler ce qui malheureusement modifie notre... Oui, tu parlais d'alimentation aussi tout à l'heure, c'est vrai que ça compte énormément. Bien sûr, c'est sûr. Ils ont découvert, alors je sais pas si c'est récent ou pas d'ailleurs, mais qu'il y avait des neurones en fait, par exemple au niveau de l'intestin, quoi. Oui. Et que du coup, effectivement, on se dit typiquement ce qu'on mange compte aussi sur la manière dont on perçoit, pense. Le deuxième cerveau, c'est le ventre. Hein. Ouais, non mais voilà. Puisqu'on parlait de nourriture, c'est vrai que c'est bien de le mentionner quand même. Ça compte aussi dans une démarche de bien-être, on va dire quand même globale. Hyper intéressant. J'ai une dernière question. On est un peu moins sur quelque chose de joyeux et tout ça, mais moi je voulais savoir pour toi, la mort, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Enfin voilà, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? T'y penses pas? Enfin voilà, un peu le...
Ouais, bah du coup, ça c'est quelque chose, pour le coup, je pense que le yoga a pas du tout réussi à m'amener des réponses. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai changé, j'ai toujours eu une peur de la mort folle, et je l'ai toujours. Donc en fait, enfin, c'est pas que c'est une peur de mourir en tant que telle, mais c'est plus la peur du néant, de l'inconnu, de pas savoir ce qu'il y a après. Ouais. Et pour moi, c'est toujours la même chose depuis toujours. Depuis avant que je rencontre la discipline du yoga, avant d'avoir même moi eu des proches qui sont décédés, d'avoir tout ça, genre malheureusement, là-dessus, j'ai l'impression d'avoir toujours aucune clé, aucune réponse. Et aussi du fait que bah, du coup, j'ai pas eu d'éducation religieuse, j'ai pas de guide ou de choses qui m'ont été proposées pour m'aider à peut-être mieux appréhender ça. Mais du coup, c'est vrai que moi, par contre, ça, la mort, c'est vraiment quelque chose. Enfin, faut pas que j'y pense. Ouais, c'est pas quelque chose que, en tout cas, parce que du coup, c'est cool, c'est honnête. En tout cas, merci de me dire ça, parce que c'est vrai que je pense, on est beaucoup quand même, quand on y pense, à se dire, enfin, déjà, personne ne peut avoir de certitude sur le sujet. Enfin, je pense que quelqu'un qui est sur son truc, c'est quand même, un peu bizarre parce qu'il en revient pas, donc mais après ça peut aider du coup mais à par moins contre, d'avoir peur, d'avoir une certaine vision, une foi, on va dire, dans quelque chose de possible. Donc toi, pour toi, ça reste quelque chose d'extrêmement mystérieux et oui, et d'un peu angoissant forcément, comme ça. C'est sûr, mais j'aimerais bien avoir une certitude, en tout cas potentiellement croire en quelque chose, conviction dans la réincarnation ou tout ça, ça serait incroyable, mais du coup je l'ai pas. Non. Bon, voilà. Donc c'est cool, non mais c'est hyper intéressant parce que ça prouve aussi qu'on peut parce que là du coup, en fait, tu deviens complètement enseignante de yoga en fait. Donc avant tu parlais de quand tu as travaillé et fait du yoga, donc tu travaillais dans les bureaux, voilà, comme plein de gens. Là maintenant, tu vas te consacrer beaucoup plus à enseigner le yoga, etc. Mais ça veut dire aussi que beaucoup de gens en fait qui sont, on va dire, qui accompagnent dans le yoga, dans d'autres domaines, n'ont pas forcément de conviction concernant la vie, la mort, la perception des choses, de Dieu, pas Dieu. Non, c'est et sûr. Ça empêche, et que à l'inverse, ça permet presque d'être quelqu'un qui comprend un peu les autres et leurs problématiques, qui est pas juste dans un petit monde un peu perché, pardon pour l'expression, mais voilà, et qui est ancré avec les autres humains dans les problématiques humaines, quoi. Ça, c'est cool, quoi. Tout le monde est à la recherche constante de réponses sur tout. En tout cas, j'espère que la plupart des gens... On aimerait savoir. On aimerait trop toujours continuer à apprendre des choses. Il y a tellement de choses à faire et à apprendre sur ces sujets-là, mais sur plein d'autres choses. Donc non, en prof, ça reste quelqu'un comme un humain, comme tous les gens qui se posent des questions et surtout qui n'est pas obligé de tout absorber d'une discipline plus qu'une autre. Très intéressant comme point en tout cas, franchement. Et dernière chose, si tu avais un petit conseil à donner à nos auditeurs qui traversent justement un moment difficile, une période de vie comme on disait tout à l'heure, ou quelque chose de pas facile, tu peux recommander ce que tu veux. Tu peux recommander une pratique sportive, tu peux recommander une lecture, tu peux recommander une pensée, tu peux recommander voilà. Qu'est-ce que tu recommanderais Est-ce que tu as quelque chose qui te vient voilà. Du coup ça retombe sur ce que j'ai tout à l'heure, mais moi en tout cas ce qui personnellement m'a aidé, c'était quand une de mes copines, donc quand j'étais sur Londres, qui m'a dit the best is yet to come, genre le meilleur reste à venir. C'est vrai que ça pour moi c'est une pensée qui aide à toujours aller un peu plus de l'avant, mais après, mais une fois de plus c'est, j'imagine, hyper personnel, mais de garder une certaine routine et une certaine discipline. Malheureusement je trouve que, malheureusement, c'est pas forcément évident et c'est pas forcément quelque chose où on va réussir à se laisser l'espace dans ces moments durs, parce que on est juste pas bien et on n'a pas le temps, pas l'envie. Moi je trouve que ça aide vraiment à sentir un petit peu mieux, peut-être qu'on va penser un petit peu différemment et du coup on va être peut-être plus apte à avancer et à oser faire d'autres choses, parce qu'au moins on sait qu'il y a quelque chose qu'on peut gérer, c'est avoir cette routine et cette discipline. Et quand je dis ça, ça peut être sur faire 5 minutes de yoga physique par jour, faire 2 minutes de méditation, faire je sais pas, un peu de journaling chaque soir, bien manger ou faire du sport. Mais c'est vrai que pour moi, ça
c'est important. Et sinon, aller dans un studio, tester un prof de yoga et si ça va pas, testez-en un autre. Ouais, c'est comme pour les petits finalement, quoi. Faut que ça colle. Non, mais c'est ça, faut juste ouvrir la porte et aller tester, sachant que tout le monde est les bienvenus dans n'importe quel cours de yoga. S'il n'y a pas marqué un cours au niveau avancé, la plupart des cours, c'est complètement accessible à tout le monde. Chacun fait son niveau dans un cours. Et c'est vrai qu'en tant que prof, moi, j'ai des élèves complètement débutants qui n'ont jamais fait de yoga et des élèves complètement avancés dans le même cours. Et donc, je vais proposer exactement le même enchaînement, sauf que on va ajuster différemment, on va utiliser des blocs, etc. Faut pas du tout avoir peur. Tout le monde a été débutant yoga un jour et il faut juste oser y aller. Il y a pas de, vous serez toujours évidemment bien accueillis par un prof et tout le monde sera fier que vous ayez fait le pas de juste passer la porte du studio. Ouais. Donc, faites plus de yoga. Il y a un truc que je voulais souligner d'ailleurs par rapport à la pratique du yoga, que moi, un aspect auquel je suis très sensible, c'est que ce que j'aime bien, c'est que dans les cours de yoga, il y a aussi tout type de physique et on n'est jamais jugé, personne. Chacun vient effectivement un peu comme il est, sans vouloir faire de ref à Marc. Voilà. Mais je pense que ça permet aussi de se réapproprier aussi un peu son corps. Je pense pour beaucoup de gens qui peuvent être déconnectés ou pas se sentir bien dans leur corps et tout, il y a aussi cet aspect-là qui, je trouve, en tout cas, peut aider. Voilà. Non, mais effectivement, très bon point, et c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut oser juste passer la porte d'un studio. Parce qu'en fait, à partir du moment où on rentre et qu'on se rend compte qu'en fait, justement, il y a beaucoup de gens différents, physiquement, mais même mentalement, des gens qui en finance, des gens qui sont complètement plutôt baba cool style. Enfin voilà, il n'y a pas de conflit de yoga, même si un peu c'est ce que du coup les médias nous font un peu croire en disant le yoga c'est un certain lifestyle, etc. En vrai, dans la vraie vie du yoga, le yoga, c'est pour tout le monde, mais clairement pour absolument tout le monde. Il n'y a pas de, chacun il prend ce qu'il veut et surtout va trouver chaussure à son pied en tant que prof, que studio, que type de yoga. C'est ça, accessible à tous. Eh ben super, franchement, on est trop contents. Enfin, c'était vraiment une conversation très intéressante. Là-dessus, on va se laisser pour aujourd'hui. Je voulais savoir si tu voulais faire un peu de pub pour ton Insta ou quelque chose. Ah merci, avec plaisir. Déjà merci de m'avoir reçu, trop cool. Trop contente. Effectivement. Donc moi je suis au Maroc en ce moment, donc je suis prof de yoga sur la côte. Donc sur la côte du côté de Agadir au Maroc. C'est là qu'on est de Agadir et voilà, il y a beaucoup de pratiques du surf et du yoga ici, c'est quelque chose qui est très répandu. Du coup, on te contacte comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Si vous voulez me suivre, moi j'ai un Instagram qui est vraiment un des seuls social network que j'utilise, donc c'est Veny Yogi, c'est VENY et plus loin YOGI. Veny Yogi. Voilà, Veny Yogi, n'hésitez pas à me suivre et à me contacter sur Insta. Si vous avez des questions. Si vous avez exactement des questions, et puis si jamais vous avez la chance de passer vers Agadir au Maroc, je donne des cours et je serai ravie de vous recevoir. Trop bien, un petit flow avec Hélène. Merci mille fois Hélène d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et on va se laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.